Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Biram Ould Abeid, militant anti-esclavagiste, arrêté par la gendarmerie mauritanienne. À la tête de nombreuses manifestations, il est accusé d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. C'est officiel, le président nigérian Goodluck Jonathan brigue un second mandat. Il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue en février 2015, ce mardi 11 novembre. Au Tchad, le mouvement social pour dénoncer la cherté de la vie prend de l'ampleur. Les manifestants ne décolèrent pas et sont d'ailleurs descendus dans les rues ce mardi. Biram Ould Abeid et 4 autres militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ont été arrêtés ce mardi dans le sud-ouest de la Mauritanie par la gendarmerie alors qu'ils menaient une campagne contre l'esclavage foncier. Ils sont accusés de racisme, d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Nudofina. L'ancien candidat à la présidentielle Biram Ould Abeid arrêté en Mauritanie. Le leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA et plusieurs de ses militants ont été interpellés mardi par les forces de sécurité publique alors qu'ils menaient une campagne dans un village de la région de Rosso, au sud du pays. Biram Ould Abeid, prix UNESCO des droits de l'homme en 2013, était sorti deuxième de la présidentielle de juin 2014. Il est accusé d'avoir porté atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Au sein du parti au pouvoir, on condamne l'activisme des militants de l'IRA en les accusant d'instrumentaliser la question de l'esclavage. Dans un pays plus multiethnique, dans un pays pluriculturel comme la Mauritanie, quand on développe une propagande à caractère extrémiste, une propagande à caractère sectariste, c'est qu'en fait on prépare les conditions aux affrontements entre les différentes communautés nationales. Très tôt mercredi, les militants du mouvement IRA étaient descendus dans les rues de Nouakchott pour réclamer la libération de leur leader. Cette manifestation a été également réprimée et a occasionné la fermeture du marché de la capitale pendant plusieurs heures. Pour les militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, l'État mauritanien a une fois de plus violé les droits de l'homme. Aux autorités mauritaniennes, nous disons tout simplement qu'il ne sert à rien de vouloir noyer le poisson dans l'eau, que IRA Mauritanie et ses partenaires comme Kautal, Ngam Yelitare et bien d'autres organisations sont décidés à s'activer contre les violations des droits humains, quelles qu'elles soient et quelles qu'en soient les victimes. Donc le travail continuera, malgré les arrestations, malgré la répression, nous continuerons à contester et à travailler en faveur des droits humains en Mauritanie. À Nouakchott comme à Rosso, plusieurs dizaines de militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ont été interpellés. Avant les événements de mardi et de mercredi, 5 militants de l'IRA se trouvaient déjà à la prison de Nouakchott. On le sait depuis ce 11 novembre où le président nigérian Goodluck Jonathan a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février prochain lors d'un grand meeting qui s'est tenu à Abuja. Au pouvoir depuis 2010, il brigue donc un deuxième mandat, une annonce qui ne fait pas forcément l'unanimité, comme nous l'explique Ibra Khadindiaye. Au Nigeria, le chef de l'État, Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite ce mardi 11 novembre 2014 par le président nigérian lui-même lors d'un grand meeting à Abuja. Âgé de 56 ans, le candidat du Parti démocratique du peuple au pouvoir depuis 2010 briguera un second mandat à la tête du pays. Toutefois, son bilan reste mitigé. Je pense que la candidature de Goodluck Jonathan est une candidature très risquée, compte tenu de l'impopularité que l'on peut observer sur la scène politique nigériane. Il y a des sujets d'actualité qui n'ont pas été suffisamment réglés par lui. Il y a le phénomène Boko Haram. Je pense que l'opinion publique nigériane reste très hostile quant à sa capacité à régler ce problème, c'est d'autant plus que depuis plusieurs jours encore, Boko Haram fait entendre parler de lui. Donc c'est difficile pour Goodluck Jonathan de gagner cette échéance électorale qui se profile à l'horizon. Deuxièmement, sur le plan social, c'est vrai que sur le plan économique, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud avec ce statut de première puissance économique continentale. Ce sont aussi des éléments peut-être qu'il pourrait mettre à son crédit. Avec un taux de croissance annuel de 7% depuis près de 10 ans, le Nigeria occupe désormais la première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud. Toutefois, le pays présente encore plusieurs paradoxes et une bonne partie de sa population ne voit toujours pas son quotidien amélioré. Sur le plan social, on ne voit pas la traduction de ces performances économiques
sur la capacité de la population à accroître son potentiel de consommation. Il faut quand même rappeler que 70% de la population nigériane vit encore sous le seuil de pauvreté et qu'il existe encore à l'intérieur même du pays des disparités territoriales, des inégalités entre les régions. La région au nord-est du Nigeria étant aussi une région très pauvre. Donc, il y a des défis majeurs qui restent à relever et qui n'augurent pas une campagne électorale aisée pour le président actuel. La candidature du président Goodluck Jonathan ne fait pas cependant l'unanimité au sein du Parti démocratique du peuple. Plusieurs gouverneurs et députés ont rejoint les rangs de l'opposition. À l'origine de ces clivages, une règle tactile du PDP, le Parti démocratique du peuple, voulant qu'après Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, ce soit un musulman du Nord de se porter candidat pour 2 mandats maximum. Le scrutin présidentiel est prévu en février 2016. Des enseignants qui réclament le paiement de leurs primes, des étudiants, des notaires ou encore des avocats, pour ne citer que, qui dénoncent la cherté de la vie ou encore la pénurie de carburant au Tchad. Tous ces corps de métier se sont mobilisés pour faire entendre leur mécontentement. Un mouvement social qui prend de l'ampleur puisque les Tchadiens en colère sont descendus dans les rues pour manifester ce mardi. Ibra Khadindiaï. La grogne sociale monte d'un cran au Tchad. Dans les villes de N'Djamena, Moundou et Sar, les citoyens manifestent leur colère. Ils étaient dans la rue ce mardi 12 novembre. À l'origine de ce mécontentement, le non-paiement des salaires pour les enseignants, mais aussi et surtout les pénuries et la hausse des prix du carburant. Il ne s'agit pas en fait d'une manifestation, d'une grande aventure comme l'ont voulu montrer certains médias sans scrupules. En fait, il s'agit simplement de la révision de la raffinerie. Pendant cette période, quelques commerçants véreux ont dû stocker ces carburants par devers eux et ça a créé une pénurie artificielle. Au moment où nous parlons, toutes les villes sont livrées, les stations sont livrées et tout est rentré dans l'ordre. Par rapport à la vie chère, vous savez certainement que le gouvernement a tenu même un séminaire. Au jour d'aujourd'hui, des décisions sont prises pour juguler cela. Donc, le retard du salaire est dû à un contrôle qui a été effectué. Le ministère des Finances a remarqué qu'il y avait des fonctionnaires qui prenaient le double, triple, ou voire même 4 salaires à la fois, ce qui a fait une perte énorme à l'État de plus de 20 milliards de francs CFA. Et donc, depuis avant-hier, les salaires ont été régulièrement payés et je crois que tout est rentré dans l'ordre. Pour certains, le malaise est beaucoup plus profond. La situation sociale semble faire le frais d'un dialogue social presque inexistant. En réalité, le dialogue social a toujours été une chimère ici au Tchad. Les structures existent, il y a un cadre juridique certes, mais il ne fonctionne pas du tout. Il y a un cadre national de dialogue social qui devrait en principe se pencher sur ce genre de problèmes, les prévenir au lieu d'attendre que ça se génère d'abord avant de chercher à les résoudre. Mais ce comité ne fonctionne pas, n'a d'ailleurs pas les moyens de son fonctionnement. Cette année, on ne s'est pas du tout réunis. Tout compte fait, le gouvernement ne lui accorde pas l'importance qu'il doit avoir. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui considèrent que le dialogue social reste important dans le pays. En réaction au mouvement social, le gouvernement tchadien a tenu un point de presse ce mardi pour tenter d'apaiser les tensions. Et nous vous le rappelons, le Maroc refuse d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations aux dates prévues en 2015. L'équipe nationale du Royaume est donc disqualifiée de la compétition en raison de ce refus. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football à l'issue d'une réunion au Caire ce mardi. Le pays qui remplacera le Maroc en tant que pays organisateur sera connu sous peu. Hanan Farou. Les Lions de l'Atlas privés de Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'une des sanctions décidées par la Confédération africaine de football. Les instances du football africain ont pris acte du refus du Maroc d'organiser la compétition aux dates prévues. Rabat avait demandé à plusieurs reprises à la CAF le report en 2016 de la CAN à cause de l'épidémie d'Ebola. C'est une grosse trahison de la part du Maroc, du royaume chérifien. Je pèse bien mes mots, mais il faut le dire ainsi parce que un continent comme l'Afrique aujourd'hui, tout le travail qu'on fait pour valoriser ce continent-là et travailler sur son image et que on prend des engagements pour organiser une compétition et à la dernière minute, à 2-3 mois de la compétition, on refuse d'organiser cette compétition-là à la base d'arguments autour de Ebola qui ne tiennent pas. C'est tout simplement, moi à mon avis, scandaleux.
En plus de la disqualification de son équipe, la CAF a laissé entendre qu'elle pourrait décider de sanctions ultérieures envers le Maroc. La Confédération africaine évoque le non-respect par la Fédération royale marocaine de football des clauses réglementaires et contractuelles. Les Marocains sont aujourd'hui les seuls à savoir la raison exacte qui fait qu'ils n'organisent pas, qu'ils n'acceptent pas d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je suis quand même étonné que le Maroc est un pays africain, un pays solidaire, un pays de la CAF qui a vu l'élection du président Ayatou et qui l'a soutenu en son temps, n'est-ce pas, accepte d'organiser la Coupe du monde des clubs à 3 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations et refuse d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je ne l'explique pas du tout. La Confédération africaine souhaite que l'épreuve se déroule comme prévu du 17 janvier au 8 février 2015. Le processus d'accréditation pour les médias est déjà ouvert. Pour remplacer le Maroc en tant qu'organisateur, plusieurs candidatures sont à l'étude. Le tirage au sort de la phase finale de la compétition se fera dans le pays hôte choisi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.